Parce que si vous ne vous connaissez pas d'où vous venez, où vous allez, vous commettrez les mêmes erreurs du passé. Mais vous, par contre, vous êtes un assemblage de peuplades. Vous vivez ensemble. Non pas parce que vous avez sous-traité, mais parce que pour des raisons stratégiques et économiques, pour des raisons de prédation, les Occidentaux ont décidé de vous mettre ensemble. Et ils ont déconstruit vos frontières précoloniales et vous ont imposé des frontières post-coloniales. On peut honorer très fort avec beaucoup des acclamations l'entrée de son excellence. Honorable monsieur le professeur Cheminal, on peut acclamer très très fort à son entrée. Voilà, sans plus tarder, le professeur est déjà dans la salle, alors je demande à la technique de pouvoir nous entonner avec l'hymne national, si on peut rester toujours debout pour l'hymne national de notre très cher beau pays. Merci. Très fort. Alors, je demande au professeur et à l'ensemble de l'équipe de pouvoir se rasseoir. Mes Excellences ici représentées, ministre honoraire de l'Intérieur, Sécurité et du Territoire des Affaires coutumières du Congo central ici présent, honorables députés ici représentés, chers directeurs généraux ici représentés, messieurs les conseillers en charge de la jeunesse ici représentés, messieurs le président du conseil d'administration de l'Université libre de Kinshasa ici représenté, messieurs les recteurs de l'Université libre de Kinshasa ici représentés, messieurs les secrétaires permanents de l'Université libre de Kinshasa ici représentés, messieurs les secrétaires généraux académiques de l'Université libre de Kinshasa ici représentés, messieurs les secrétaires généraux à la recherche de l'Université libre ici représentés, chers éminents professeurs ici représentés, chers chefs de travaux et assistants ici présents, chers présidents des étudiants des universités ici représentés, chers présidents ou délégués facultaires des différentes universités ici présentes et représentées, chers chefs de promotion des différentes facultés ici présents, camarades étudiantes et étudiants ici présents, chers présidents et membres de l'EGCIFAC ici présents, chers présidents et présidentes des différentes structures des jeunes ici présents et représentés, messieurs et dames, distingués invités, tout protocole respecté. Nous vous disons bonjour et nous vous souhaitons la bienvenue dans cette magnifique et beau cadre d'Africana Palace qui nous accueille dans cette matinée et vous en remercie de votre implication ainsi que de votre présence très symbolique manifestée. Vous venez de partout, vous êtes de l'Université libre de Kinshasa, ILK, de l'Université catholique du Congo, ICC, de l'Université protestante au Congo, IPC, de l'Université pédagogique nationale, IPNANCI, de la Haute École de commerce
EC en sigle, j'en passe. Vous nous suivez de partout en direct de nos chaînes télévisées nationaux, sur toutes nos plateformes, sur les réseaux Facebook, Instagram. Nous vous accueillons avec joie dans le cadre de la première et grande activité organisée par l'OJCFAC. D'entrée de jeu, il sied de noter que l'OJCFAC n'est qu'un acronyme qui veut dire Organisation des jeunes conscients force d'avenir congolais, qui est une structure non seulement de sensibilisation des jeunes, qui dispose des cadres d'analyse et de réflexion sur les processus d'organisation structurelle du point de vue sociétal de la population congolaise, mais aussi une structure qui prône sur la valorisation des mœurs, pratiques et actions des jeunes pour un avenir prospère. Il convient de noter que plusieurs textes, publications et revues scientifiques résument la jeunesse congolaise comme facteur de malchance, bénéficiaires des malédictions ancestrales comme des peuples sans vision, sans repère, à cause d'une dépravation aiguë des mœurs, d'une sélection naïve des acteurs des changements du développement, etc., etc. En ce sens, nous nous sommes posé plusieurs questions, nous laissant parfois sans cause d'une suite favorable des autorités politico-administratives. Ainsi, nous résumons ces suggestions à des grandes questions majeures, à savoir, est-ce la désorientation de la jeunesse congolaise est un problème de manque de politique structurelle pour le maintien du bien-être de la population ou un problème de manque d'orientation stratégique d'une vision globale à long terme des autorités politico-administratives? Car une vision sans orientation est un désordre biblique, comme l'a souligné l'auteur, je cite M6 Fadès Lapombe dans cette publication lors de la campagne de la sensibilisation des mères des jeunes congolais. Messieurs et dames, distingués invités, tel a été le message initial de notre belle conférence. Sans plus tarder, messieurs et dames, nous vous signalons qu'aujourd'hui c'est un jour très spécial du fait que de la présence d'une figure emblématique de notre pays, et nous avons eu la chance de l'avoir à notre côté, non seulement comme un père, mais aussi comme un repère, un miroir sur lequel la jeunesse congolaise peut s'inspirer. Revêtant de plusieurs casquettes, tant sur le plan politique, administratif et sociétal, couvrant plusieurs titres que je ne saurais lui définir en ces moments. Cher maître, merci pour votre disponibilité dans ces beaux cadres qui vous accueillent. Et au nom de l'OJCFAC et de toute la salle ici présente, nous voulons manifester notre joie à pouvoir acclamer très très fort de votre présence. Malgré votre agenda ignoré, vous vous êtes sacrifié d'être là. Nous vous disons un grand merci. Alors sans plus tarder, nous passons directement à l'ordre des jours de notre activité. Et l'ordre des jours se présente comme suit. Après l'hymne national, nous allons passer au mot des circonstances qui sera lu par le secrétaire général de l'OJCFAC, Maître James Mbia. Et après les mots des circonstances, il y aura des discours d'ouverture de la cérémonie qui sera prononcé par le coordonnateur national, Maître Roy Omiaz. La présentation des membres de l'OJCFAC qui sera lue par les modérateurs, ainsi que la présentation de l'intervenant qui sera faite par les collègues chefs de promotion Bienfait Kawandia, alias les Petits Mbao. Il y aura l'exposition de la thématique par l'intervenant, les séances de questions-réponses par les participants, et par après, il y aura un mot de la fin qui sera lu, et la présentation des invités, d'honneurs et spéciaux ici présents, qui sera organisé par les présidents de la structure, et par après nous allons prendre des séances photos. Alors sans plus tarder, j'invite à présent pour les mots des circonstances les secrétaires généraux de l'OJCFAC, Maître Mbia, à son entrée et à son arrivée, plutôt est-ce qu'on peut acclamer très très fort. Et j'invite. Merci beaucoup. Monsieur le professeur, chers maîtres, distingués invités, chers camarades, à vos justes titres et qualités, nous vous souhaitons la bienvenue. OJCFAC est un acronyme qui veut
dire tout simplement organisation pour la jeunesse, organisation de jeunes conscients, force d'avenir congolais. OJCVAC a été créé avec des objectifs, parmi lesquels ces objectifs sont scientifiques, culturels, professionnels, mais également sociaux. Et dans ces contextes, nous ne pourrions pas commencer pour la première apparition en public sans honorer la science. Et dans ces contextes, dans le cadre de cette activité scientifique, nous avons voulu avoir celui qui pourrait être pour nous un repère, comme cela venait d'être dit ici, mais également celui qui pourrait nous ôter du ténèbre et nous ramener vers la lumière. Raison pour laquelle nous sommes ici, dans le cadre de cette première activité, en vue de nous munir, en vue de nous doter des outils dont il faut, afin que notre croissance dans le cadre de cette organisation et pour tous les invités qui sont ici, qu'ils soient de notre alma mater, ILK ou d'ailleurs, que tous nous puissions nous en procurer afin de nous en servir en bon escient. Je dis. Parce que lorsque je tente de faire une analyse croisée des différents systèmes constitutionnels comparés, particulièrement les systèmes américains, je me rends compte que, quoique notre jeunesse est scientifiquement fertile, mais elle constitue un facteur d'inutilité, parce que totalement impréparée. Impréparée à assumer de grandes fonctions. Impréparée à assumer son destin. Impréparée à forger son avenir et à inventer son futur. Aux États-Unis, par exemple, la jeunesse, lorsque j'y étais, je crois que certains d'entre vous y ont été aussi. À chaque fois que la jeunesse participe à la joute électorale ou à une quelconque compétition, elle est primée. La dernière en date, je crois, vous vous souvenez, la grande mobilisation des jeunes dans les grandes swing states aux États-Unis pour l'élection de Donald Trump. En conséquence, vous avez vu, contrairement au Congo, vous avez plus voté, mais vous n'avez rien eu. Oui ou non? Et même les quelques sièges que vous aviez des jeunes ont été indûment récupérés. Oui ou non? Et aujourd'hui même, il y en a qui célèbrent à tort la déchéance d'un jeune comme ministre de la Justice. Oui ou non? Inconsciemment, vous combattez celui qui semble apparaître pour défendre une certaine tranche d'âge. Mais vous laissez ceux qui n'apparaissent pas, qui ne travaillent pas pour le compte de la République, vous les laissez, vous les ovationnez. En fait, c'est tous ces éléments qui justifient que la jeunesse n'a pas d'avenir en République démocratique du Congo. Aux États-Unis, ils sont allés aux élections. Le jeune a accompagné. Le vice-président actuel des États-Unis, c'est un jeune, James David James. Il n'a que 40 ans. Pendant que James est récompensé aux États-Unis, entre-temps, ici, la jeunesse est sacrifiée. La jeunesse est tribalisée. Elle est jetée en pâture. Elle est même utilisée comme de simples ustensiles de cuisine, rejetée après usage, ou abandonnée dans une vieille marmite à l'attente d'un éventuel prochain usage. Et donc, on attend est venu vers la jeunesse en 2028. La jeunesse a accompagné, on l'a laissé. L'homme politique a tiré son épingle des jeux et il entend est venu sur cette jeunesse naïvement en 2028. Certains se poseront la question de savoir, mais prof, est-ce que dans l'histoire politique de la RDC, la jeunesse n'a-t-elle pas gouverné? Je vous dirais, oui, elle a gouverné, mais elle a déçu. Une rare fois que les jeunes ont véritablement gouverné, c'est justement à
à la sortie de l'indépendance. Et d'ailleurs, l'homme blanc n'était pas convaincu que la jeunesse allait tirer son épingle des jeux et gérer avec maestria, je veux dire avec compétence, la chose publique. Parce qu'évidemment, cette jeunesse n'était pas préparée. Comme ça, vous lirez dans les textes analogues, vous remarquerez qu'il est indiqué que le roi des Belges, hésitant à consulter les chefs coutumiers, pour leur dire qu'il n'était pas convaincu de céder l'appareil institutionnel aux jeunes parce qu'il est impréparé. Et si à la limite il pouvait céder, il ne pouvait le faire qu'au bénéfice des chefs des terres, des chefs coutumiers qui avaient antérieurement signé des contrats avec des cessions des terres, évidemment, d'aliénation, avec son grand-père, le roi Léopold II. Heureusement, malheureusement, il y a un sage chef coutumier qui a pris la parole, Moitiave, pour dire au roi des Belges, au roi vit à jamais, qu'il plaise au roi de considérer que chez nous, une mangue ne tombe que lorsque elle est mûre. Mais sous la vague de l'ouragan ou de la tempête, mûre ou pas, elle tombe quand même. En fait, il voulait ressortir de cette anecdote l'idée de faire transparaître au roi le souci d'accorder sans condition l'indépendance, parce que l'indépendance était une forme d'ouragan saisonnier qui traversait l'ensemble de l'Afrique. Et donc qu'il soit mature politiquement ou pas, donnez-le. Comme ça, sous la Première République, je parle aux jeunes. Nous devons nous rappeler de l'histoire. L'histoire, c'est notre mémoire collective. La tranche d'âge des jeunes qui avaient le pouvoir variait entre 30 et 43 ans. Sous la Première République, le président de la République avait 43 ans. Le Premier ministre Lumumba avait 35 ans et son vice-premier ministre Gizenga avait aussi 35 ans. Ils ont géré ces pays. Au bout de 3 mois, le pays a sombré dans une crise indescriptible, où le président de la République et le Premier ministre se sont auto-neutralisés, se fondant l'un comme l'autre sur des dispositions pertinentes de la loi fondamentale du 19 1960. Le président de la République se fonde sur l'article 22 de la loi fondamentale, qui disait d'une angélique simplicité que le président nomme et révoque, les cas échéants, le Premier ministre et les ministres. Et le Premier ministre se fonde sur l'article 12 de la loi fondamentale, qui lui accorde le bénéfice, comme chef de la majorité, de porter la candidature du président de la République. Et donc, on est tombé tout de suite dans un touï-bouï. On est tombé tout de suite dans un cycle infernal. Et dans le jour qui ont suivi, il y a eu un premier coup d'État. Quoique ce premier coup d'État, qui avait réussi tout de même, a été avorté. Mais par contre, lorsque vous faites le regard croisé, vous allez aux États-Unis d'Amérique, vous allez trouver que vers 1776, il y avait des jeunes de la même tranche d'âge qui ont sollicité l'indépendance. Je cite Washington, J. Hamilton, Benjamin Franklin, John Adams, Thomas Jefferson et que sais-je encore. Ils ont revendiqué l'indépendance, ils l'ont obtenue. Mais comparativement aux jeunes Congolais, regardez, je ne sais pas, est-ce que c'est un problème de peau? Je ne pense pas. Ou c'est simplement un problème de gigote. Les jeunes Américains ont réussi à asseoir au cœur de l'Amérique un État démocratique et libéral. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique sont une puissance incontournable. Ceci dit, ayant réussi, ces jeunes-là, ils sont partis sur la base d'une constitution qui n'avait pas beaucoup d'articles. À la différence des jeunes Congolais, les jeunes Congolais ont hérité une constitution, mais les jeunes Américains ont rédigé leur constitution. Est-ce que vous me suivez? Je suis encore à l'introduction. Est-ce que vous me suivez? Les jeunes Américains ont rédigé leur propre constitution. Le 17 septembre 1787. Bien que l'expertise extérieure a été à une échelle réduite mobilisée. Mais au fond, ce sont les Américains, en fonction de leur histoire, de leur mentalité, ils ont rédigé leur propre constitution. Mais les jeunes Congolais,
On leur a posé la question de savoir, voudriez-vous ou êtes-vous prêt à proposer un système institutionnel qui soit adéquat à vos aspirations? Voilà comment ils vont réagir. Ils vont dire au roi, non, non, on n'en a pas besoin. Ce dont on a besoin pour l'instant, c'est la transposition d'une recette constitutionnelle qui a fait preuve sous d'autres cieux. Et donc, ils ont exigé au roi des Belges que l'on puisse transposer la constitution belge du 7 février 1831. Malheureusement, cette constitution avait 259 articles, alors que les Américains ont écrit leur propre constitution avec 7 articles. Est-ce que vous me suivez? La loi fondamentale 1960, des 259 articles, était d'une complexité énorme. Cette loi entretenait les ambiguïtés constitutionnelles et en même temps laissait de nombreux problèmes irrésolus. Ce qui a fait que, aussitôt mise en vigueur, cette loi fondamentale a engendré des crises. Cette loi fondamentale a engendré un chaos. Et cette loi fondamentale a engendré une série de productions de textes constitutionnels sans fin. Aujourd'hui, la doctrine la plus sévère, je ne parle pas de la doctrine la plus réaliste, la plus rationnelle, je parle de la doctrine la plus sévère, affirme que votre pays, notre pays a expérimenté plus ou moins 22 constitutions, dont une constitution par 2 ans et demi, ce qui est inacceptable. Ceci peut constituer un signe clinique de dysfonctionnement ou de malaise institutionnel. Et donc, en 1960, ou dès 1960, à ce jour, la jeunesse congolaise a raté un certain nombre de rendez-vous institutionnels importants, jusqu'au point où les plus âgés ont décidé carrément de l'ignorer. Aujourd'hui, on vous ignore. Être jeune aujourd'hui, ce n'est pas forcément un avantage, c'est un handicap. Ensuite, d'être un handicap, j'ai énoncé, je m'explique, la jeunesse congolaise n'a pas d'avenir. J'ai dit comme constitutionnaliste parce que mes maîtres m'ont dit qu'un scientifique sérieux, c'est celui qui fait des analyses avec projection. Et ces analyses prennent la forme d'un oracle, comme une prophétie. Et quand il analyse les éléments symptomatiques du problème, il diagnostique, il fait des projections. Tenez, dans la plupart des fois, il a raison. Et donc, si moi j'affirme que certainement il y a des doutes que vous et moi ayons l'avenir sur cette terre riche, c'est en vertu des études que j'ai menées et c'est en fonction de l'expérience politique que je draine. Malheureusement, nous n'avons pas la capacité de créer pour l'instant parce que nous sommes amorphes, parce que nous sommes nonchalants. Nous n'avons pas la capacité de créer notre propre futur. Peter Drucker disait, le meilleur moyen d'anticiper les futurs, c'est de les créer. Et donc, si vous ne décidez pas aujourd'hui d'inventer votre propre futur, l'on va vous imposer fatalement la pauvreté. Et la situation dans laquelle vous vivez va perdurer. Pourquoi? Parce que votre État, ou notre État, n'est pas, à proprement parler, un cadre d'émergence propice des jeunes. Notre État avilit la jeunesse. Notre État appauvrit la jeunesse. Notre État déprave la jeunesse. Notre État tribalise la jeunesse. Pourquoi notre État tribalise la jeunesse? Parce qu'il est lui-même d'abord fondamentalement un État de mauvaises nouvelles. C'est-à-dire un État, pourquoi je dis mauvaise nouvelle? C'est un État dans lequel, lorsqu'une mauvaise nouvelle circule sur les réseaux, alors qu'elle n'a pas encore fini, une autre mauvaise nouvelle la relaye. Est-ce que je veux bien comprendre? C'est un État atypique. Un État qui bouffe ses propres fils, les meilleurs d'entre ses fils. Un État qui combat les étoiles et qui ascense les médiocres. Est-ce que je me fais bien comprendre?
C'est un des États rares au monde où l'on assiste à une scène horrible où le ministre de la Justice est poursuivi par la justice de son pays alors qu'il veut rétablir la justice. En fait, nous sommes un État malade, un État un peu baudriche, je veux dire, un État montgolfier, un État dans lequel la contestation des résultats des élections, ça n'a jamais existé, renseignez-vous au monde. C'est un signe clinique de dysfonctionnement, où la contestation des résultats des élections perdure depuis voici à 4 cycles. Donc à chaque cycle correspond à une contestation. Vous avez appris aux États-Unis lors des élections d'Obama contre Mitt Romney. Romney a mis 30 minutes pour féliciter le gagnant. New York Times a titré que Mitt Romney n'est pas un modèle pour nos enfants, c'est un mauvais perdant. En fait, aux États-Unis, certaines pratiques institutionnelles sont ancrées dans les mindsets de la communauté nationale. Donc, quand vous gagnez les élections aux États-Unis, vous ne déliez pas vos lèvres tant que le perdant ne vous a pas encore félicité. C'est une tradition. C'est écrit nulle part. Mais au Congo, par contre, même lorsque la CENI proclame les résultats, en fait, celui qui perd continue à contester. Et même celui qui gagne fait douter. Et comme conséquence, celui qui perd s'enferme dans sa chambre. Il prête serment sur la Bible. Et il va même plus loin, en violation de la Constitution. Il ordonne aux jeunes, voilà, d'aller cueillir en quelque lieu qu'il se trouve, celui qui a été proclamé, de les capturer et de l'amener vivant. En fait, nous sommes un des rares pays où, lorsqu'on proclame les résultats des urnes, celui qui a perdu continue à revendiquer, même après 2 cycles. Il revendique la vérité des urnes. 10 ans durant, vous revendiquez la vérité des urnes. C'est un État atypique, messieurs et dames. Un État, je n'ai jamais entendu, un État où un ancien président devient rebelle. Oh. C'est quand même atypique. Vous devez commencer à vous questionner. Ça sont les signes cliniques de dysfonctionnement. Mais lorsque j'essaie d'interroger l'histoire, il semble que cet ancien président aurait dealé avec le président actuel, qui semblerait, je n'affirme pas, je suis politique, hein. Vous avez l'habitude de nous prendre au mot, hein. Qui semble-t-il n'aurait pas gagné ses premières élections. Et donc la République est victime d'un deal qui date il y a 10 ans. Et apparemment, c'est comme si dans votre pays, les gens contestent tout et pour rien. Entre-temps, pendant que les acteurs des deals s'entrechoquent, celui qui prétend avoir gagné continue à revendiquer à l'extérieur son pouvoir. Et l'ancien gouverneur qui était avec le président devenu rebelle va signer un pacte avec celui qui a dealé avec l'ancien président pour légitimer son pouvoir. Et il s'est fait accompagner d'un ancien belligérant qui sort fraîchement de la prison, qui est écarté des élections. Et cet ancien gouverneur se détache comme ça à un moment inopiné de celui qui, entre guillemets, n'aurait pas gagné. Et il va s'associer avec celui qui revendique depuis toujours la vérité des urnes dans l'opposition. Et celui qui a donné le pouvoir par dire refuse d'aller aux élections. Et puis soudainement on apprend qu'il est à Goma. Quel état de mauvaise nouvelle. Donc, il est à Goma et la crainte c'est quoi? C'est que celui qui est en fonction aussi puisse faire son deal plus tard en 2028 sans pour autant tenir compte des demandes des autres, des requêtes des autres et désigner son propre président. Et ce président va les trahir, lui aussi va atterrir à Goma. Donc, il va s'associer avec celui qui est à Goma. Ils vont faire l'opposition contre celui qui aura dealé. Bon, en fait, c'est des hypothèses qui renseignent, qui attestent à suffisance que nous sommes un État fondamentalement malade. Nous nous ignorons. Il faut une cure psychiatrique pour que nous puissions nous en rendre compte. Je crois avoir dit une fois à mes étudiants que il y a certaines études qui renseignent que 90% des Congolais ont un problème de santé mentale. En fait, nous voyons certaines évidences, mais nous refusons de croire au nom de la tribu, au nom de l'émotion, au nom des inclinations. En fait, nous avons des mains liées, nous avons des cerveaux emprisonnés. Nous ne savons pas réfléchir, alors que si nous étions citoyens, par exemple canadiens,
on nous aurait affecté, orienté vers les psychiatres. Au Canada, j'y étais, j'ai vu un enfant qui ne parlait pas trop. Il ne parlait pas trop. À l'école primaire, il ne parlait pas trop. Qui étudiait avec ma fille. Cet enfant a été suivi par des psychiatres parce que le système éducatif est intégral. Suivi, on s'est rendu compte que l'enfant avait des problèmes psychiatriques. Au bout de 2 mois, l'enfant a parlé. Mais au Congo, vous avez un enfant comme ça, personne ne s'en occupe. Il finit ses études avec sa maladie. Et on n'est même pas au courant qu'il est malade. Et regardez même dans la vie au quotidien, les garçons qui ne parlent pas, beaucoup d'entre eux ont des problèmes. Ils ont des problèmes mentaux, mais ils ne s'en rendent pas compte. Mais ils sont respectés par ailleurs, même par leurs amis, et même par des filles. Alors moi j'aime ces gars-là, c'est un boudeur, alors qu'il est malade. Alors qu'il est malade, c'est ça le problème du Congo. Alors, pour sortir de cette crise qui nous conditionne dans la pauvreté, dans la misère, dans la mauvaise gouvernance, et dans les pratiques qui ne permettent pas à l'État d'émerger, moi j'ai relevé dans le cadre de ma communication avec vous plusieurs facteurs de blocage de l'émergence des jeunes. Parce qu'un malade qui ignore sa pathologie, dit-on, ne peut se soigner, ne peut guérir de sa maladie. Le Congolais, vous devez savoir que vous avez beaucoup de maladies sur le plan anthropologique et sur le plan institutionnel. Je ne veux pas dénombrer toutes les maladies. J'en ai toute une pile. Je ferai l'économie du temps. Je vous en dénombre que 5 maladies et très rapidement. La première maladie, c'est que vous souffrez d'une crise des valeurs communes. Regardez-vous. Est-ce que vous avez conscience que vous ne partagez pas les mêmes valeurs? Le Congolais se ressemble des visages. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous en général des visages fondus par le fait de la pauvreté. Mais au fond, le Congolais ne se ressemble pas. Il y en a qui sont plus intègres, il y en a qui en sont moins. Il y en a qui sont religieux, il y en a qui sont païens. Il y en a qui sont institutionnels, il y en a qui sont plus danseurs. Ça veut dire qu'il n'existe pas de prototype d'homme comme dans certains États, ok, qui peut justifier l'identité du Congolais ou qui peut déterminer l'identité du Congolais. Un des rares États au monde, voici la première m'a dit, vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous n'avez pas d'identité. Et donc vous ne vous ressemblez pas. Je vais parler dans les exemples que j'ai donnés dans beaucoup de communications des différents États où lorsque vous les regardez, ils se ressemblent. Ceux qui auront la chance d'aller aux États-Unis, vous avez remarqué que les Américains, ils se ressemblent. Ils ont la culture de la gagne. Ok? Ils sont caractérisés par un sentiment de suprématie. Ils pensent qu'ils sont sur le toit du monde. Et lorsqu'ils naissent, un Américain, lorsqu'il naît, il est emballé sous le drapeau américain. Donc le patriotisme commence dès le berceau. Mais par contre, nous, on ne sait même pas ce que nous sommes. Les Américains savent ce qu'ils sont et où ils vont. J'ai été aux États-Unis, j'ai appris qu'ils nous appelaient les restes du monde. Les restes du monde. Et ils étaient les citoyens du monde. Bochab Mabidi dit qu'ils sont caractérisés par un isolationnisme du type américain. Je ne parle pas de l'isolement. Ceux qui parlent bien français en salle. Je parle de l'isolationnisme. Ils sont enfermés en eux-mêmes. Ils estiment qu'ils ont les institutions les plus perfectionnées de la planète et qu'ils ne peuvent rien recopier. Et ils doivent absolument vous imposer leur civilisation. Mais par contre, lorsqu'on vous regarde, vous n'avez pas les mêmes valeurs. Vous êtes soit les Swahiliphones, soit vous êtes les Bangala, les Bakongo, les Baluba. Vous êtes d'abord des citoyens de vos tribus. Vous n'aurez que vos yeux vous payer tant que vous serez attachés à la tribu. L'État moderne ne reconnaît pas cette notion-là de la tribalité. Un homme d'État, c'est celui qui met dans la tribu pour naître dans l'État. En fait, c'est comme ça que les autres ont réussi à forger une identité nationale. Les Français, quand vous les regardez, ils sont marqués par un chauvinisme exacerbé. Chauvinisme veut dire un patriotisme poussé à l'extrême. Un Français peut, au nom de la patrie, déconstruire pour élever un Français. Vous avez même vu récemment à Paris Saint-Germain, Neymar a été remercié au profit de Mbappé.
La France ne transige pas pour la France. Hein. Mais par contre, les Français ne transigent pas pour la France. Mais par contre, nous transigeons pour notre République. Les Allemands n'en parlent même pas. Et ils sont caractérisés par une fierté personnelle. Alors, ils se croient comme ceux des citoyens du monde qui détiennent la race pure. Et regardez même quand ils jouent, dans le cadre des compétitions footballistiques, lorsqu'ils vous marquent un but, ils vont jusqu'à 9-10, lorsqu'ils en ont les moyens. Parce qu'ils veulent dominer. Ils ont ces sentiments-là. Ils sont caractérisés par ces sentiments de domination. Mais par contre, nous, on n'a aucun sentiment. Ni de domination, encore moins de celui d'être dominé. Bon, on est tiède. Même quand on joue, hein, ça se voit et ça se remarque. Quand vous marquez un seul but, vous avez la possibilité d'en marquer deux, vous reculez. Hein, vous vous dites, il y a un tokanga, héroïne à tout moment. Donc, aucune conscience. Et vous avez des noms de joueurs un peu compliqués. Ça veut dire que vous avez un joueur, par exemple, qui s'appelle Soso. On comprend qu'il y a un problème dans ces pays. Vous ne prenez rien au sérieux. Alors, le premier problème, c'est les substrats mythologiques et sotériologiques. C'est très important. Et à partir du moment où vous n'avez pas pris conscience et que cette expression ne sera pas considérée dans sa dimension réelle, vous allez commencer à tourner en rond. Parce que le droit, c'est un ensemble de mythes d'abord. Il y a un auteur qui dit au commencement du droit et au commencement de l'État, c'est l'homme d'abord. Son âme, son imaginaire, ses mythes, ses récits, ses pensées, ses représentations culturelles. Vous n'en avez aucune en termes de représentation culturelle. Derrière le palais du peuple, il n'y a aucun mythe. Derrière le palais de la nation, il n'y a aucun mythe. Quand vous rencontrez le président de la République, il n'y a aucun mythe. Et même la construction de vos architectures, la construction de vos avenues, derrière la construction, aucune idée mythologique. C'est comme ça, il n'y a pas de salut. Lorsque vous allez à Washington, vous allez voir que la ville est administrative. Et dans cette ville, tout est mythique. Vous allez trouver qu'il y a 3 bâtiments institutionnels importants. La Cour suprême des États-Unis, la Maison-Blanche et le Capitole, sous forme triangulaire. Et ce n'est pas innocemment, il y a un mythe. Et ce n'est pas pour que quand le président de la République américain prête serment au Capitole, il doit passer par l'avenue Pennsylvania pour aller à la Maison-Blanche. Il y a un mythe. Ce n'est pas pour rien que le Capitole est les bâtiments les plus imposants. C'est justement pour affirmer la thèse de Kennedy qui disait que le président américain a des pouvoirs extraordinaires qui sont limités de manière extraordinaire par la Constitution américaine. C'est justement pour faire voir au président de la République, d'un point de vue mythique, que vous avez des pouvoirs importants. Mais vos pouvoirs sont limités par ces bâtiments imposants, le Capitole, qui peut déclencher du jour au lendemain une procédure qu'on appelle l'impeachment, la mise en cause pénale du président de la République. Donc, dans notre pays, nous avançons sans valeurs convergentes. On ne sait pas si nous méritons quelle qualification. Sommes-nous un pays des hommes intègres? Sommes-nous un pays des hommes intelligents? Sommes-nous un pays des hommes normaux? Sommes-nous un pays des hommes des valeurs? Ou sommes-nous finalement rien? Je me suis toujours interrogé. Et je crois que la jeunesse doit s'interroger sur le mythe. L'État lui-même est un mythe, j'en parlerai. On ne peut pas construire une société des valeurs, une société développée, une société qui donne l'espace à l'émergence de la jeunesse tant que nous n'avons pas des valeurs et des mythes convergents. En ceci, je voudrais vous donner un exemple d'un mythe. Je crois l'avoir donné dans un auditoire. À une intervention parce que nous étions honorés aussi de la présence du ministre honoraire de l'Intérieur et sécurité du territoire et des affaires coutumières du Congo central, Excellence Constant Mambitila Ndo Manuel. Je salue particulièrement le professeur honorable Mao, ici présent. Je
remercie, n'est-ce pas, les organisateurs de cette assise ici, pour bien importante. Mais je dis grand merci parce que je ne suis pas jeune, je vais ici avoir 60 ans, mais je me retrouve parmi les jeunes. Je n'ai pas grand chose à dire, mais chez nous, il y a un adage dit, je vais le dire en français, un oiseau, petit soit-il, lorsqu'il se pose sur un arbre, il doit répartir une ou deux feuilles. Sinon, l'étape même de cet arbre-là doit bouger. Donc, c'est avec plaisir que je vais devoir intervenir. Ce n'était pas prévu, mais je l'ai dit parce que je me retrouve parmi les jeunes. Pour commencer, il y a une question que je me pose et que je pose également à l'assistance en général, mais à ceux qui ont eu l'occasion d'organiser ces assises. Loin pour moi l'idée de contredire l'orateur qui a dit des choses extrêmement importantes, pertinentes, et je dirais que la jeunesse congolaise dans son ensemble, mais qui nous en particulier devrait ne pas prendre en compte. Une préoccupation en même temps, j'aimerais savoir de quoi vous avez dit. La RDC, depuis le début de son histoire, a été une entité fausse. Alors, le fond de l'imaginaire, une telle nation, un tel État, pourrait-il un jour sortir dans l'eau? Parce que nous sommes submergés dans l'océan. Est-ce que la jeunesse, avec cette force qu'elle a, la jeunesse, avec cette conscience qu'elle prend, peut-elle relever les défis? Parce que c'est un grand défi. Donc même le vieux n'ont pas pu les relever. Nous qui sommes juste, je pourrais dire, un arbre, un roca. Pourrons-nous relever ces défis? D'autant que les institutions ont été, je pourrais dire, détruites, ou encore mal gérées. Je vais très rapidement répondre aux questions qui ont été posées par nos deux collègues. Il y a Nathan et Constant. Alors, Nathan me pose la question de savoir, je me lève parce que j'ai l'impression qu'il y a la nonchalance de l'autre côté. Nathan voudrait savoir si, qu'adviendrait-il si on ne propose pas un remède efficace? Comment faire donc pour sortir la République démocratique du Congo de l'eau? En d'autres termes, Nathan veut dire que si vous ne donnez pas la magie, la technique ici, nous ne nous en sortirons pas. Et le sort de notre pays restera scellé. C'est ça la question de Nathan. Si vous avez bien suivi, et je reformule, la seule technique que je peux vous donner, la première, si vous voulez, parce qu'il y en a beaucoup, la première technique que je peux vous donner, je rectifie, c'est que vous devez vous former sérieusement. Vous devez vous former sérieusement. Vous devez étudier, maîtriser les langues, maîtriser les sciences naturelles, les sciences humaines, maîtriser la géographie de votre pays, maîtriser les questions sécuritaires, maîtriser les questions des enjeux internationaux stratégiques, maîtriser les questions liées aux politiques publiques. C'est en ce moment-là que vous allez vous en sortir. Et vous y mettrez au-dessus la maîtrise de l'histoire. Parce que si vous ne vous connaissez pas d'où vous venez, où vous allez, vous commettrez les mêmes erreurs du passé. Ce que vous devez considérer, que dans l'histoire de votre pays, vous avez commencé comme une ONG qui a été pensée et conçue par un individu, un citoyen belge, le roi souverain. Et puis finalement, vous avez été transformé à une petite association internationale sans personnalité juridique. AIA.
votre sort a été discuté dans une conférence internationale. La conférence internationale de Bruxelles. C'est là où on commence à décider sur votre sort. Et votre pays n'est rien d'autre qu'un produit de l'artificialité. Ça veut dire que votre pays n'a pas été consciemment voulu par vous. Parce qu'en droit constitutionnel, je crois vous avoir dit dans certains auditoires que l'État ne peut se consolider après que la nation ait été créée. Parce qu'en réalité, la nation précède toujours l'État. Parce que la nation n'est rien d'autre qu'une expression du sentiment du vouloir vivre collectif. Mais vous, par contre, vous êtes un assemblage de peuplades. Vous vivez ensemble. Non pas parce que vous avez sous-pété, mais parce que pour des raisons stratégiques et économiques, pour des raisons de prédation, les Occidentaux ont décidé de vous mettre ensemble. Et ils ont déconstruit vos frontières précoloniales et vous ont imposé des frontières post-coloniales. Et aujourd'hui, vous êtes victime des frontières post-coloniales parce que vous vivez dans un État où vous êtes vous-même en mal de construire une identité nationale qui peut faire en sorte que vous soyez uniforme et identique. Il y a beaucoup de choses à dire qui nécessitent des séminaires et des modules. La seule chose que je vais vous demander en conclusion par rapport à ces deux questions qui convergent, qui vont dans le même sens, c'est que vous devez vous former, prendre conscience des enjeux et participer à la gestion de la chose publique. Si vous ne participez pas, vous allez subir. Et d'ailleurs, vous êtes des victimes de la passivité. On vous impose des politiques publiques. Il y en a qui décident pour vous et d'ailleurs contre vous. Et votre sort et votre avenir est scellé parce que vous êtes craintif. Vous ne voulez pas participer. Vous ne voulez pas déconstruire le construit. Voilà c'est à quoi je vous invite. Et je conclurai ici en disant que je ne suis pas d'accord avec cette assertion de l'honorable Mayo qui dit que la jeunesse ne doit pas être pressée. Qu'est-ce qu'il entend par être pressé? Parce que ceux qui ont gouverné ce pays, lors de la Première République, avaient une tranche d'âge qui variait de 30 à 43 ans. Était-il pressé? Et lui-même a dit dans son propos qu'il a été vice-ministre à 37 ans. Était-il pressé? Pourquoi avoir été vice-ministre à 37 ans et vous refusez aux autres, aux jeunes de l'être? Ça n'a pas deux qualifications de mon point de vue, c'est de l'égoïsme. Ce que le jeune vous devez faire, c'est prendre conscience de vos responsabilités. Vous êtes à plus ou moins 75%. Et même lorsque nous allons au vote, le taux de participation des jeunes, c'est à plus ou moins, sur l'ensemble des votants, à plus ou moins 75%. Donc vous avez, vous, la capacité de créer vos propres députés. Vous avez, vous, la capacité de créer vos propres conseillers municipaux. Vous avez, vous, la capacité de créer votre propre président. Et donc la démocratie vous a donné la magie de tout faire, sauf de transformer le sexe d'un homme en une femme. Mais vous avez la capacité en 2028, si vous convergez autour des idéaux, autour des principes démocratiques, autour des valeurs républicaines, vous pouvez renverser la tendance et faire asseoir une nouvelle gouvernance fondée peut-être sur une nouvelle vision politique. Telle est l'invitation à laquelle, moi, votre professeur, je vous lance. Je pense, si vous êtes consciencieux, à partir de maintenant, des cadres comme ça, des cadres de réflexion comme ça, vous allez en multiplier. Et vous allez vous donner à fond. Et à l'occasion, vous apprendrez énormément de choses sur votre pays et sur votre avenir. Merci. Merci.